c'est que, donc on présente ici, donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a un visage qui est sur une maison. En fait, le visage est dans une couleur, et donc qui fait qu'on le voit que dans cet œil. Et la maison, en fait, est dans une autre couleur, qui fait qu'on la voit que dans notre œil. Et donc ça permet de faire de la rivalité binoculaire, c'est-à-dire que, ici, de la même manière que ce que je décrivais tout à l'heure, on ne va pas fusionner les deux, mais en fait, on va osciller entre des fois voir un visage et des fois voir une maison. Donc toutes les 3-4 secondes, on va osciller. Donc à un moment, je vois un visage, à un autre moment, je vois une maison. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on ne fusionne pas. On alterne entre les deux. Donc ça veut aussi dire que quand on voit un visage, on ne voit pas de maison, et vice-versa. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ces régions, et notamment la FFA, en fait, corrèlent non pas avec la présentation physique du stimulus à l'écran, mais elles corrèlent en fait avec le fait, parce que le stimulus est toujours là finalement, elles corrèlent juste avec le fait que vous soyez en train de voir donc un percept qui soit un visage ou une maison. Voilà. Et donc ça, c'était un résultat important qui a été découvert à la fin des années 90, parce que ça montrait vraiment que finalement, il y avait certaines régions du cerveau, et notamment la FFA, en fait, qui ne corrèlent pas avec la présentation physique d'un visage, mais qui corrèlent avec le fait que vous perceviez un visage de manière consciente. Et donc, ça, c'était compatible avec une théorie qui, pareil, a été proposée dans les années 90, qui s'appelle la théorie de la vision en duplex. Et en fait, qui est une théorie qui propose que finalement, en fait, on a deux voies dans le cerveau. Donc ici, encore une fois, c'est le cortex occipital, à l'arrière du cerveau, donc c'est le cortex visuel. Et donc, on a deux voies. On a une voie qui est la voie ventrale, donc inférotemporale ici. Et on a une autre voie qui est la voie dorsale, qui part vers le cortex pariétal. Et la principale différence entre ces deux voies, c'est qu'en fait, la voie ventrale, elle est vraiment ici, en fait, pour permettre la perception consciente des objets, tandis que la voie dorsale, elle est plus, en fait, et donc connectée vers les aires motrices, et c'est plus une voie, en fait, pour l'action. Et donc, c'est une voie, en fait, qui est impliquée, souvent de manière inconsciente. On parle d'ailleurs de pilote automatique inconscient pour cette zone, parce qu'en fait, elle peut être mise en place de manière totalement automatique. Et donc tout ça est compatible avec ce que j'ai montré juste avant, avec la FFA qui est ici dans la voie ventrale. Et donc avec l'idée que finalement la voie ventrale est vraiment un corrélat neuronal de la conscience, enfin fait partie des corrélats neuronaux de la conscience plutôt. Et donc ça a été démontré en fait avec une expérience très belle faite sur une patiente qui s'appelle DF et qui a eu en fait une lésion assez rare, une lésion bilatérale dans les deux hémisphères, donc dans la voie ventrale. Donc on peut voir, je ne sais pas si vous voyez bien ici là, donc une lésion de ce qu'on appelle le complexe latéral occipital, donc qui est vraiment une région importante pour la reconnaissance des objets. Et en fait, lorsqu'on demande à cette patiente, donc si on lui présente par exemple un objet comme ceci et qu'on lui demande de l'orienter de la même manière que la fente qui est ici, en fait elle va faire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle va l'orienter dans enfin elle va proposer plein d'orientations en fait qui ne correspondent pas du tout à la fente. Donc c'est-à-dire que si la fente par exemple est comme ça et que vous lui donnez l'objet, en fait ici elle ne reconnaît pas l'objet, elle ne voit. Enfin, c'est difficile à s'imaginer, mais en fait, elle n'arrive pas à percevoir l'objet. Et donc, si on lui demande de le retourner, en fait, elle n'arrivera pas à l'apparier, en fait, à la fente et à le mettre comme ça. Alors qu'on voit ici que des sujets contrôle, qui n'ont pas de lésion, en fait, arrivent à le faire sans problème. Par contre, un aspect très très intéressant, c'est que si maintenant on lui demande assez rapidement de d'effectuer une action et donc de mettre l'objet dans la fente, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, elle va le faire quasiment tout le temps sans se tromper. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à voir la fente et à mettre apparier l'objet à la fente, mais par contre, si on lui demande maintenant de le mettre dedans, donc allez-y, mettez-le dedans le plus rapidement possible, là, elle n'a aucun problème. Et donc ça montre une belle dissociation entre donc, cette région qui est affectée parce qu'en fait, elle sert à la perception consciente, la vision pour la perception est ici affectée, tandis que la vision pour l'action, qui, elle, n'est pas affectée, est un corps opérationnel. Et l'aspect important aussi, c'est qu'en fait, elle semble faire cette opération de manière totalement inconsciente. Mais ça, je pense que Lionel Lacache vous en parlera plus la semaine prochaine, des traitements inconscients.
je ne vais pas avoir le temps, donc je vais passer là-dessus. Voilà. Donc une seconde méthode, en fait, qui a été utilisée, donc, et qui justement a amené un type de théorie complètement différent, c'est la méthode du masquage. Donc ici, c'est une méthode différente parce qu'en fait, on présente des stimuli, c'est-à-dire que vous êtes, imaginez que vous êtes face à un écran d'ordinateur, et ce que vous voyez, c'est des sortes de patterns comme ça, qui n'ont aucun sens, et à un moment, on vous présente un mot. Et ce mot, en fait, il est présenté pour une durée très très brève, pendant typiquement moins de 50 millisecondes. Donc, et ce mot, en fait, vous pouvez le voir, hein, même s'il est présenté très rapidement, parce qu'il y a de la rémanence. Donc vous pouvez le voir, il continue à monter dans votre cerveau, dans votre système visuel. Mais par contre, si on met un masque juste après le mot, en fait, ça interrompt le traitement du mot. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement le pattern. Vous ne voyez pas le mot qui est présenté ici. Donc, parce qu'on ne laisse pas assez de temps, et parce qu'on présente un masque juste derrière. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du masquage. Et donc si on compare des stimuli qui sont comme ça, qui sont rendus en fait subliminaux par le biais de cette méthode du masquage, on voit en fait, donc déjà premier résultat un peu embêtant pour la théorie de la voie ventrale, c'est qu'on voit que ces stimuli qui ne sont pas perçus consciemment, pour lesquels le sujet ne peut pas vous dire s'ils ont vu un mot ou rien du tout, on voit que ces stimuli en fait quand même activent en fait la voie ventrale cérébrale. Donc ici, donc ça c'est un cerveau avec le lobe occipital ici, le lobe frontal ici, et donc on voit ici que la voie ventrale est activée. Et pire, maintenant, lorsqu'on passe dans des conditions conscientes, donc c'est-à-dire où on enlève en fait les masques qui sont autour du mot, là on voit qu'il y a vraiment une explosion. C'est-à-dire qu'en fait, il y a non seulement la voie ventrale qui est activée, des régions dans la voie ventrale qui sont activées, en IRM, mais en plus, tout un réseau, en fait, pariéto-frontal. Et donc ça a été utilisé par Stanislas Dehaene et Lionel Nakache pour aller dans le sens en fait, de ce qu'ils appellent la théorie de l'espace de travail global, qui est en fait une théorie dans laquelle le réseau pariéto, les régions pariéto-fronto-singulaires jouent un rôle extrêmement important. Donc avec une distinction entre perception consciente et perception inconsciente qui est la suivante, c'est que la perception consciente, en fait, elle met en œuvre un large réseau d'aires cérébrales, alors que les régions impliquées dans la perception inconsciente forment, elles, un réseau très très limité, très faible. Et un autre aspect important, c'est que la perception consciente et le fait en fait, d'amplifier un signal que l'on perçoit consciemment, le fait de l'amplifier en fait, en portant son attention dessus, permettent le maintien de cette information dans l'espace de travail. L'espace de travail, c'est en gros comme une sorte de mémoire, de buffer, dans lequel on arrive à placer les informations et dont on est conscient, alors que la perception inconsciente, elle, est à durée limitée. Et voilà. Et donc ici, donc on a vraiment une distinction très nette, donc qui n'implique plus en fait la voie ventrale, mais qui implique en fait des régions à l'arrière du cerveau lors de la perception visuelle, hein, des régions à l'arrière du cerveau, pardon, qui sont elles en fait activées de manière inconsciente, mais dès qu'on devient conscient, en fait, on a une propagation de l'activation vers les autres régions et notamment les régions frontales. J'ai peut-être le temps en fait de. Voilà. Alors, le cortex préfrontal, en fait, avait été, depuis une dizaine d'années, toujours par Francis Crick et Christophe Corr, en fait, proposé comme vraiment une région clé de la conscience, cette région préfrontale, parce qu'en fait, l'idée ici, c'est que la conscience, c'est finalement, ça revient à produire la meilleure interprétation possible de la scène visuelle dans une forme compacte qui va être, en fait, disponible pour les étapes de planification, pour pouvoir agir. Et les étapes de planification, en fait, elles sont a priori dans le cortex préfrontal. Et donc, ça implique qu'en fait, on a des connexions directes entre des coalitions de neurones, d'un côté dans les aires sensorielles, occipitales, à l'arrière du cerveau, et de l'autre côté, en fait, des coalitions de neurones qui, elles, sont des coalitions préfrontales et qui, elles, servent à, en fait, agir en fonction de ce que l'on voit. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment que c'est les connexions entre les aires visuelles, comme la FFA par exemple qui fait partie de ces aires corticales visuelles d'assez haut niveau, donc celles qui encodent les objets par exemple, qui vont être en fait envoyées vers les régions préfrontales et prémotrices pour pouvoir en fait agir dessus. Et donc ça